Merci à vous, et puis merci donc au Cercle Aristote. Je rencontre aujourd'hui les organisateurs, justement, de me laisser ce temps de parole sur ce livre. Alors, sur quelque chose qui va nous opposer tout de suite, Pierre-Yves, que j'appelle au fondement du management, et non pas du management. Et donc, ça se présente comme ça, donc je ne l'avais pas prévu, mais saisissons cette dichotomie entre l'anglais et le français pour pénétrer dans le sujet. Management est un terme qui possède une étymologie italienne et latine. Manu, la main. Manager, c'est manier. C'est le manège. L'entreprise, c'est le manège qu'on prend en main. Et donc, il n'y a aucune raison de prononcer ce terme à l'anglaise. Si ce n'est une, c'est qu'au moins, en disant management, on voit tout de suite, ou on entend tout de suite dans quel contexte toutes ces techniques de gestion et de management sont nées, c'est-à-dire le contexte américain. Donc voilà un premier paradoxe qu'on peut trouver dans ce mot, c'est que l'étymologie est italienne. On la trouve au XVe siècle en Italie et to manage apparaît au XVIe siècle aux États-Unis. Donc ça fait déjà quelques siècles que le transfert s'est opéré. Et d'ailleurs, pour continuer cette parenthèse, c'est à ce moment-là aux États-Unis que le manège rencontre le ménage. Je ne sais pas si vous savez, mais Étienne de la Boétie a traduit l'économique de Xénophon par la ménagerie. Au XVIe siècle, la Boétie est le grand ami de Montaigne. Et l'économique, pour les Grecs, que ce soit Xénophon d'ailleurs ou Aristote, c'est l'art de bien gérer sa maison, son domaine, dans le domaine du privé. On n'est pas dans le domaine politique, sur l'agora ou plus tard sur le forum. Donc il n'y a aucun lien étymologique entre le ménage, la domesticité, bien s'occuper de son foyer, et le management. En revanche, il y a eu un coup du sort qui fait que les Américains au XVIe siècle ont récupéré le mot manège italien pour désigner précisément l'activité des mères qui s'occupent de leur foyer. Et ça jusqu'au XIXe siècle. Autrement dit, le management vient d'abord de la sphère privée pour ensuite gagner le monde des organisations et de l'entreprise. Bon, donc, l'étymologie est latine, d'où management, mais les origines historiques, on va y revenir, le développement des techniques de management, que ce soit la stratégie, le contrôle de gestion, les systèmes d'information, datent de l'après-guerre, l'après-seconde guerre, donc ça fait 70 ans, et justifient l'appellation de management. Et quand on dit management, le seul avantage que ça a, c'est qu'on désigne un ennemi géopolitique, comme je vais vous le démontrer ce soir. Alors, deuxième point, je suis maître de conférence dans un IAE, un institut d'administration des entreprises. Voilà 3 ans que alors, les IAE sont au nombre d'une trentaine en France. Ils ont été créés dans les années 50 sous l'impulsion d'un philosophe, Gaston Berger, dans le cadre d'une philosophie de la prospective, et donc d'une certaine planification, on pourrait dire. Et donc il s'agissait de former les cadres qui allaient, sous la houlette stratégique de l'État, œuvrer au développement économique et au rayonnement, à la puissance de la France. Il existe donc un réseau des IAE qui s'appelle IAE France. Pour vous faire une idée, allez sur Internet, vous verrez. D'ailleurs, cette appellation nous a coûté très cher auprès de consultants, parce qu'on a fait un travail de marque, on a essayé de marketer les IAE. Et désormais, les IAE s'appellent École universitaire de management. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ce passage d'un institut d'administration à une école de management? Eh bien, si l'on revient encore une fois sur l'étymologie, administrer, chez Cicéron, c'est synonyme de curare, c'est-à-dire prendre soin. Cure, sinécure, curatelle,
prendre soin. C'est donc synonyme de colérer, d'où vient culture. Et autant Heidegger que Arendt reviennent sur ce sens de la culture, la cultura animi chez Cicéron, la culture de l'âme qu'est la philosophie. Autrement dit, dans l'administration, il y a cette idée qu'on envoie des ministres prendre soin du bien commun et cultiver le patrimoine commun. Donc passer de l'administration au management, c'est le cas des IAE mais aussi de l'ENA qui actuellement recrute des enseignants-chercheurs en gestion, en sciences de gestion, et non plus des juristes, et non plus des politologues, et non plus des sociologues politiques. Cela signifie que l'on bascule dans une autre ère, laquelle, c'est ce que nous allons découvrir. Je profite encore de notre introduction pour signaler un troisième point. Effectivement, Jean-François Mattei a préfacé l'ouvrage un mois avant de disparaître, et un peu à mon étonnement, m'avait fait preuve de son grand intérêt pour la question. Mais ça, je l'ai compris que plus tard, à vrai dire il y a 2 mois, quand j'ai pu lire L'Homme dévasté, qui est donc son dernier opus, son opus posthume. Je crois qu'il y en aura d'autres dans la foulée. Et dans L'Homme dévasté, donc, que je vous recommande, il s'agit juste de sauter la préface de Raphaël Enthoven. Donc, sauter la préface. Et j'ai découvert l'intérêt de Jean-François Mattei. Je crois que c'est partagé comme sentiment. L'intérêt de Mattei pour la cybernétique, les problématiques du post-humain, qui sont également présentes en filigrane dans ce livre. Bien. Jean-François Mattei a été mon professeur à Nice, et il m'a appris quelque chose qu'il a hérité de Platon et qu'il a retrouvé chez Patočka au XXe siècle. C'est que la philosophie est un regard théorique sur le monde, c'est d'ailleurs ça qui fonde, selon lui, l'identité européenne, mais que ce regard de l'âme prend son essor dans 3 directions. Sur le monde, c'est l'ontologie ou la cosmologie, et on peut même y affilier l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences, l'exigence donc universelle de vérité. Le regard de l'âme sur la cité, c'est donc la politique, l'exigence de justice, et le regard de l'âme sur elle-même, c'est l'éthique et le regard du souverain bien, chez Platon. Bien donc là, Pierre-Yves, vous avez la réponse à votre question. Il y aura donc 3 volumes à la théologie de l'organisation. Un volume métaphysique, qui est donc celui que je vous présente aujourd'hui. Il sera suivi certainement en 2017 d'un volume consacré aux implications politiques du management. Je pourrais vous en dire un petit mot tout à l'heure. Et enfin, à la question du manager augmenté, qui sera le lien du post-humanisme au management, parce qu'on ne s'en rend pas compte, nous sommes déjà dans l'ère du post-humain. La technologie n'est pas qu'une technologie physique, ce sont aussi des technologies cognitives, et le management, c'est justement le règne des technologies cognitives. Donc ça, ce sera le volet éthique, donc le 3e volet de la théologie de l'organisation. Je présente donc cette théologie comme un système, comme une systématique dans la grande tradition philosophique qui consiste à donner un certain ordonnancement au monde qui nous entoure, ou en l'occurrence, nous y reviendrons, à l'immonde qui nous entoure. Bien. Alors, pour que le système ne soit pas arbitraire et qu'il ne soit pas simplement le fruit d'une subjectivité un peu hors sol, comme ça a pu être le cas dans certains courants idéalistes, allemands notamment, il faut bien commencer par une phénoménologie, c'est-à-dire par une description de ce qui nous entoure. Dresser le constat des choses. Le mot d'ordre de la phénoménologie, c'est le retour aux choses. Zur Sache selbst, aux choses mêmes. Eh bien, ce qui nous entoure, je le nomme, et ce sera le seul néologisme que je vais vous proposer, le mouvement pan-organisationnel. Mouvement pan-organisationnel, c'est à partir de ce terme qu'est bâti, qu'est construit tout mon ouvrage. Ce mouvement pan-organisationnel est en fait un chiasme qui articule le devenir monde des organisations au devenir organisation du monde.
devenir monde des organisations, devenir organisation du monde. Je vais prendre le temps de m'arrêter à cette structure chiasmatique. Devenir monde de l'organisation. Notre monde, notre planète se remplit, se gorge jusqu'à n'en plus pouvoir d'organisation. Que ce soit des associations, des collectivités, des entreprises, regardons autour de nous, partout des organisations. C'est indubitable dans le monde occidental. C'est de plus en plus vrai dans ce qu'on appelle un peu, avec beaucoup de condescendance, le monde sous-développé ou en cours de développement, le tiers ou le quart-monde. Les entreprises de tourisme fleurissent sur les sommets les plus élevés, au milieu des jungles les plus dangereuses. On fore les océans. Certains veulent même y voir une politique de la mer. Je pense aussi c'est le front de gauche. Je pense à Mélenchon qui veut peupler l'océan d'éoliennes. Total fort partout, monde des plateformes. Bon. Donc où qu'on aille, on voit des organisations. Bref, je ne décris pas ce qu'on appelle mondialisation par des échanges de flux sur un marché. Cela est extrêmement abstrait. Je décris la mondialisation par un phénomène visible qui est l'implantation physique, géographique, d'organisation. D'ailleurs, je n'utilise pas le mot mondialisation. Parce que la catégorie du monde est une catégorie centrale en philosophie, et il est trop dommage de la laisser aux économistes. Et donc, j'appelle ce phénomène, à la suite de Heidegger, la planétarisation. Pourquoi ? Parce qu'Heidegger joue ici sur l'étymologie grecque. Planétès, c'est l'astréran, donc c'est la planète, mais c'est aussi l'errance. Et donc dans la planétarisation, parce que quelque chose se meut sur l'ensemble de la planète, eh bien, nous devenons des êtres errants, des nomades, dirait Gilles Deleuze. Donc planétarisation. Évidemment, cette planétarisation prend appui, prend base sur cette métaphysique occidentale dont vous avez parlé, qui est principalement grecque, mais qu'elle trahit. On verra pourquoi. Elle prend donc essor à partir de l'Occident, donc la planétarisation est une occidentalisation, et elle mène inévitablement à ce que Pierre Legendre a montré, une guerre des représentations. Je vous conseille vivement de regarder le DVD, le reportage philosophique, anthropologique que Pierre Legendre a intitulé Dominium Mundi, l'empire du management. Absolument fabuleux. Dominium Mundi, la propriété du monde, qui est une problématique romaine, puis papale, que réinvestit aujourd'hui le management. Et bien dans ce reportage, Pierre Legendre met en évidence de façon incroyable, flagrante, la guerre des représentations et des identités qui se joue à travers la généralisation du modèle managérial à l'ensemble de la planète. Il dit d'ailleurs, pour montrer la profondeur de ce conflit, personne ne rêve à la place d'un autre. Aucune civilisation ne rêve à la place d'une autre. Et c'est précisément ce que le management voudrait faire, que tout le monde rêve de la même chose. Si bien, dit encore Pierre Legendre, que le management est le premier empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, puisqu'il est partout présent sur le globe. Il réussit finalement ce que le catholicisme n'a pas réussi à faire, à devenir catholicone universel. Voilà le premier mouvement, le devenir monde des organisations. Le deuxième mouvement, c'est le devenir organisation du monde. Notre monde se transforme en une gigantesque organisation. Alors, je fais l'hypothèse, ou je constate, que l'ensemble des manifestations de vie collective aujourd'hui tentent à prendre la forme d'une organisation. Que ce soit l'entreprise, l'association, l'organisation non gouvernementale, la collectivité territoriale, l'hôpital, etc. Tous tentent à se transformer en organisation. J'y reviendrai après puisque ça implique
quand on transpose des méthodes de management dans des institutions, qu'on les transforme en organisation. Donc c'est ce passage de l'institution à l'organisation que j'examinerai après, mais pour le dire d'un mot, le management est à l'organisation ce que l'administration est à l'institution. Considérons nos vies. Nous naissons dans une maternité. C'est une organisation. Mais même avant de naître, on a déjà été soumis à une série d'échographies pour répondre à ce culte de la transparence. Donc même avant de naître, nous avons déjà été aux prises avec une organisation. Vient le temps de la crèche ou de l'assistante maternelle qui est agréée par la protection maternelle infantile, donc une organisation. École primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, université, école, emploi ou prise en charge par Pôle emploi. Donc vous voyez que soit directement, soit indirectement. Mais vous terminez votre boulot à 18h, là que vous venez au cercle Aristote qui cherche à s'organiser, ou au club de sport, ça c'est une moins bonne option, qui est aussi une organisation, ou au cinéma, etc. C'est-à-dire que dès qu'on quitte le travail, on se précipite dans une autre organisation, y compris la famille, qui du contrat bourgeois et sentimental et intéressé qu'elle était, est devenue une organisation qui se gère à coup d'accompagnement conjugal, de coaching, de conduite du projet, de gestion de trésorerie, travaux, vacances, qu'est-ce qu'on fait, de retour sur investissement quand on choisit les études de nos enfants, etc. Bref, nous sommes, si je reprends encore une veine un petit peu heideggerienne, des êtres jetés dans les organisations. Des êtres jetés dans les organisations. Et quand nous venons au monde d'un théâtre chirurgical et rationnel, qu'on appelle un hôpital, et c'est dans ce même théâtre que nous terminons notre vie de façon générale. Bon, cela, les fondateurs du management l'avaient prévu et anticipé. Il suffit de relire Taylor, Frédéric Winslow Taylor, pour constater que dès la préface des principes de management scientifique, il dit que le management pourrait s'appliquer à n'importe quelle activité humaine. 1911. Le management pourrait s'appliquer à n'importe quelle activité humaine. Nous sommes en train d'y être. Enfin, nous y sommes même. Bon. Autrement dit, l'histoire contemporaine ne se déploie que parce que nous vivons dans des organisations. Alors là, on est en pleine métaphysique, effectivement, ça peut paraître abstrait, mais il y a aujourd'hui de l'événement, on met des guillemets parce qu'évidemment, suivant Philippe Muret, nous sommes bien dans une phase post-historique, il ne se passe vraiment plus rien, mais il advient quelque chose aujourd'hui qu'à partir d'organisation. Troisième point, ce mouvement pan-organisationnel qui articule la planétarisation, le devenir monde des organisations et le devenir organisation du monde, comme nouvelle condition anthropologique, si vous voulez, est un mouvement. Pourquoi ? D'abord, c'est quelque chose qui est en cours. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension de devenir. Mais surtout, parce que le management et l'organisation, ce sont des mouvements permanents. Autrement dit, il n'y a pas de fin à ce mouvement. Le mouvement pan-organisationnel ne connaît pas de fin. Avec chez Aristote, quand il étudie dans sa physique le changement est l'altération de la chose qui l'a conduit à sa perfection, à son télos, à son entéléki. Le renversement moderne conduit à faire du mouvement la norme et du repos un état exceptionnel du mouvement. Eh bien, le management accomplit, si vous voulez, la physique moderne, newtonienne, galiléenne, en faisant du mouvement l'état normal du monde. Alors, quelle forme de mouvement, nous allons le voir un petit peu après. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le mouvement, pour Hannah Arendt, est une des caractéristiques principales du totalitarisme. Le totalitarisme, pour Hannah Arendt, se caractérise par les mouvements, par le mouvement et par les mouvements. Par exemple, les mouvements de jeunesse. Les Américains
possèdent pour une fois, au niveau du vocabulaire, quelque chose que nous n'avons pas, c'est qu'ils font la différence entre organization, qui est l'état, et l'organizing, qui est le processus d'organisation. Nous, en français, nous n'avons qu'un seul mot, organisation. Mais la vérité, c'est que l'organisation n'existe pas, parce que ce qui se passe dans une organisation, je mets des guillemets, ce sont des processus permanents d'organizing. Cesser de recruter, cesser de former, cesser de rémunérer les salariés, cesser de faire du management. L'organisation s'effondre. Donc le mouvement est permanent. Et le management va donc confirmer ce que disait Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, c'est que la modernité a remplacé l'être par le processus. Et on perçoit tout doucement que le management est le meilleur allié et le meilleur complice de Gilles Deleuze, qui faisait du processus toute une philosophie. Alors, à partir de cette phénoménologie, on peut faire déjà une petite pause et tirer au moins 2 conclusions provisoires, mais radicales. Ce que je vais chercher à faire là, c'est quand même à remettre en cause un certain nombre de préjugés. Dire que le management est l'horizon indépassable de notre monde, ce que signifie l'expression mouvement pan-organisationnel, c'est dire que le management a remplacé ou a dépassé, a supplanté et le socialisme et le capitalisme. Il faut donc refuser toute assimilation du capitalisme au management et du management au capitalisme. Souvent, le raisonnement est le suivant: nous sommes dans un système capitaliste et les techniques qu'on utilise dans les entreprises pour faire vivre ce système, on les appelle management. Je m'inscris en faux contre ce raisonnement. Le management est un projet anthropologique et politique qui concurrence socialisme et capitalisme. Je vais vous donner 3 exemples pour aller dans cette voie. Premier exemple, c'est que le premier fan, si je peux dire, de Taylor fut Lénine. Lénine consacra des odes, des dithyrambes, des louanges à Taylor. Et c'est génial à organiser de cette façon la production. Nous serons les plus performants. On va écraser les autres. La seule petite chose qui me gêne, ça c'était en 1918, c'est l'autoritarisme du contremaître. Mais 2 ans après, c'est pas grave, je le mets quand même avec. C'est pas possible de faire sans. Donc, Taylor influençant fortement, comme vous dites, l'atelier communiste. L'atelier communiste. Deuxième exemple, Himmler, lui, non seulement connaissait bien les milieux agricoles et donc la rationalisation du travail, il était fils d'exploitant agricole, mais s'intéressait surtout à ce qu'on appelle l'école des relations humaines, qui est, si vous voulez, l'introduction de la psychologie et de la sociologie dans le champ des entreprises. Cette idée qu'en portant considération aux salariés, ils seront plus performants, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, vous voyez. Et bien Himmler fut très attentif à cela. Et Fabrice d'Almeida, qui est un historien que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui a écrit un beau livre, qui s'appelle « Ressources inhumaines », sous-titré « Les gardiens de camps de concentration et leurs loisirs ». Et dans ce livre, qui est paru en 2011, Fabrice d'Almeida dit avoir eu accès à des archives inédites et prétend à l'analyse des conditions de possibilité fonctionnelle de la solution finale. Eh bien, dans ce livre, d'Almeida, qui est donc historien, intitule un chapitre « Le bien-être selon Himmler ». Le bien-être selon Himmler. Et le premier sous-chapitre, c'est « Himmler, directeur des ressources humaines ». Alors, pourquoi ? Parce que Himmler, qui a délégué la tâche à Robert Ley, qui animait Kraft durch Freude, la force par la joie, c'est-à-dire le responsable, si vous voulez, ce qu'on appellerait aujourd'hui des relations professionnelles et syndicales du Reich.
Eh bien, il a délégué à Robert Ley l'introduction dans les camps de quoi? Des cantines, des salles de sport, des loisirs, voyages organisés pour la famille, enfin bref, tout ce que fait aujourd'hui un comité d'entreprise. Bon. Troisième exemple. Ley avait compris, là-dessus, que même s'il fallait faire le sale boulot, disons à des gens qui ont une sensibilité moindre que la moyenne, même cela, il fallait leur recharger leur batterie psychique. Même cela, il fallait en prendre soin. Troisième exemple, en 2007, Mathieu Guider, géopoliticien qui intervient souvent dans l'actualité en ce moment, publie un livre qui s'appelle « Manuel de recrutement d'Al-Qaïda ». Le meilleur manuel que je connaisse. Ce qui est troublant, c'est qu'en lisant ce livre, donc qui résulte d'une enquête sur Internet et qui décrit les épîtres du recrutement chez Al-Qaïda, je me serais cru face à un bouquin de stratégie. C'est-à-dire que j'ouvre ce livre et donc j'insiste, c'est écrit par un géopoliticien, pas par un de mes collègues professeurs de sciences de gestion, non, par un géopoliticien. Eh bien, Al-Qaïda définit son identité, comme chaque entreprise définit son identité, définit sa mission, comme chaque entreprise définit sa mission, sa stratégie, les compétences clés à posséder, comme chaque entreprise le fait, décline, segmente les compétences clés en compétences sectorielles, et adapte les méthodes de recrutement de façon optimale et rationnelle à chaque cible. Voici ce qu'il faut faire pour recruter des kamikazes. Voici ce qu'il faut faire pour recruter des femmes. Voici ce qu'il faut faire pour recruter des enfants. La logique managériale est à l'œuvre. J'irais même jusqu'à dire, sans ironie, que la forme réseau, la forme réticulaire d'Al-Qaïda, cette forme plastique et flexible, rend jalouse les organisations occidentales, qui n'arrivent pas à être aussi réticulaires et aussi flexibles. Exemple, le communisme ou le léninisme, le nazisme, Al-Qaïda, pour vous montrer que le management ne peut pas se penser dans la limite du capitalisme. Le management déborde largement les frontières du capitalisme, et cela, effectivement, Pierre-Yves l'avait cité, James Burnham l'avait compris en 1941, en publiant en anglais The Managerial Revolution, traduit en français, l'ère des organisateurs, voilà, c'est ça, l'ère des organisateurs, à la demande de Raymond Aron, chez Kalman Levy, préfacé par Léon Blum. Drôle de mélange quand même. Hein. Eh bien, Burnham annonçait effectivement que le capitalisme avait été dépassé par le socialisme, mais que le socialisme était en train d'être dépassé par la bureaucratie. La critique que Trotsky faisait au régime et au parti, c'était précisément de se bureaucratiser. Mais cette critique n'était pas essentielle pour Trotsky, dans ce sens où elle ne touchait pas à l'essence du régime communiste et du parti. On pouvait toujours redresser la barre. Pour Bruno Rizzi et après James Burnham, qui sont des trotskistes dissidents, c'est dans le destin du communisme que de se bureaucratiser et donc de céder le pouvoir à une nouvelle caste, la caste des managers, qui gouverneront comment, annonce Burnham, par un État global. J'introduis tout doucement cette problématique de la gouvernance et de l'État mondial. Bon, mais quel est ce projet alors? Si le management est un projet qui concurrence et qui, de mon point de vue, mouvement pan-organisationnel oblige, c'est un projet qui dépasse, qui a dépassé en les intégrant socialisme et capitalisme, de quel projet s'agit-il? Et pour ça, il faut revenir aux sources et à Taylor. Il faut lire Taylor. Taylor est enseigné mais n'est pas lu. Qu'est-ce qu'on retient de Taylor généralement? Qu'il a inventé la division du travail et la spécialisation des tâches. Bon, d'accord, c'est vrai. Taylor a introduit en fait la physique moderne de l'entreprise, puisque
Je vous ai dit que la physique étudiait le mouvement. L'étude du mouvement, c'est celle de la vitesse, qui est un rapport de la distance au temps. Et bien Taylor dit, je vais découper les mouvements, les gestes, ça c'est l'espace, c'est la distance, et je vais les chronométrer pour les optimiser. Ça c'est le temps. Donc Taylor ne fait rien d'autre que d'introduire la vitesse dans l'organisation. Mais cette vitesse, comme il découpe tous les gestes, c'est une vitesse qui tend à sa limite. En mathématiques, je réveille peut-être des vieux souvenirs, mais quand une vitesse tend à sa limite, on calcule une vitesse instantanée, et quand on veut optimiser la vitesse, on fait passer à l'accélération, il suffit de dériver encore la vitesse. C'est exactement ce que Taylor fait dans un atelier. Bon, voilà. D'ailleurs, tous les superlatifs qu'il utilise, higher, etc., témoignent de cette accélération permanente. Bon, on retient ça, mais ça, c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'on retient d'autre? Bon, que Taylor a inventé la gestion des ressources humaines, puisqu'il a dit la main-d'œuvre volatile, ça suffit, il faut les fidéliser, il faut les former, et pour les motiver, il faut les rémunérer. Bon, qu'a-t-on inventé de plus aujourd'hui? Pas grand-chose. Mais disons cela, on n'a toujours pas cerné l'essence même, les fondements du taylorisme. Alors, Taylor commence son livre, donc, Principe du management scientifique, 1911. Ça fait un siècle, on va dire que c'est la Bible du management. Et avec l'expression n'est pas si mal choisie, puisqu'on explorera un petit peu après les fondements théologiques. Dans la préface, il annonce tout de suite, deuxième paragraphe, que le management scientifique servira à lutter contre la déforestation, à éviter le gaspillage de l'eau, à éviter de déverser l'huile dans l'eau, etc. Donc, le développement durable fait partie du programme génétique du management. Si on tourne la page, qu'est-ce qu'il annonce? Que le management est une réponse à la discorde, il faut lire, à la lutte des classes. Donc le management scientifique est une façon d'organiser l'entreprise qui répond à la lutte des classes. Il ne cite pas Marx, mais on le sent. Marx est là. Tournons un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Quel est le principe du management scientifique? Cooperation, not individualism. Donc la coopération, pas l'individualisme. Qu'il soit politique, le sujet de l'État, qu'il soit économique, l'agent sur un marché. Autrement dit, Taylor réfute aussi bien la société, structurée en lutte chez Marx, que l'individualisme, qu'il soit économique ou politique. Donc vous voyez bien que Taylor propose un projet qui n'est ni socialiste, ni individualiste, libéral. Le management, c'est autre chose. Ça veut dire que, et là je vais être radical dans ce que je vais vous dire, pour susciter des questions justement, si le mouvement panorganisationnel signifie effectivement le triomphe du management dans notre monde, sur notre planète aujourd'hui, la société, le marché, l'État n'existent plus. La société, le marché et l'État n'existent plus. C'est-à-dire qu'on peut faire l'hypothèse un peu rapide que la révolution individualiste moderne, à la fois à l'origine de l'individu comme sujet politique, mais aussi comme agent sur le marché, seul face et désarmé face au Léviathan, et qui crée la société comme espèce d'intermédiaire, de protection, cette société civile, tout ce schéma moderne vole en éclats, au nom d'autre chose que Taylor appelle la coopération, et qui restera le leitmotiv de toute l'histoire de la pensée managériale, depuis Taylor jusqu'aujourd'hui. Le management, c'est un ensemble de réflexions sur comment gouverner les hommes, donc là je prends un terme foucaldien, comment gouverner les hommes en situation organisationnelle, c'est-à-dire comment les faire coopérer. Elton Mayo, qui est le fondateur de l'école de la relation humaine, ça vient juste après Taylor, 20 ans après, a parfaitement compris que, ayant déraciné toute la main-d'œuvre de la campagne, mais que l'esprit d'équipe est nécessaire à la performance, il faut donc recréer les conditions artificielles de ce sentiment de groupe, c'est-à-dire le sentiment de la coopération. Si on laisse les groupes évoluer naturellement,
Les individus qui sont déracinés vont lutter entre eux et les groupes vont également se déclarer guerre et hostilité. Donc le management, c'est pacifier les relations contre la lutte des classes en vue de la coopération, parce que c'est là le facteur clé de succès. Cette coopération, aujourd'hui, c'est le terme, alors on l'entend quand même, mais on entend plus souvent gouvernance, en fait. La gouvernance, c'est aujourd'hui l'aboutissement du projet de coopération lancé par Taylor. Je viens à un bout, finalement, de ma première conclusion, suite à la phénoménologie du mouvement panorganisationnel, et je voudrais venir à la seconde conclusion. Si l'État s'écroule, comme je l'ai dit, sous les coups de butoir du management, alors il faut convenir que l'organisation est l'antonyme de l'institution. Pareil, je vais prendre des exemples. Je peux commencer par un que je connais bien, l'introduction du management à l'université. Les universités de Nancy et de Metz ont fusionné voilà 2 ans et c'est mis en place qu'on appelle, ce n'est pas moi qui le dis, une gouvernance. Donc nous n'avons plus de présidence, nous avons une gouvernance. Vous voyez le glissement, nous avons une gouvernance et qui s'efforce de répondre aux attentes de nos instances d'évaluation. Et quelles sont ces attentes? C'est le critère principal pour valider l'existence d'une licence ou d'un master, c'est l'employabilité. Chaque diplôme, alors c'est pas choquant en gestion, mais la philosophie, la sociologie et toutes les autres disciplines doivent également arguer de leur apport à l'employabilité de leurs étudiants. Ce qui veut dire qu'on soumet le savoir et l'universalité du savoir. Il faut aussi le rappeler que l'université est le lieu de l'universel. Donc on soumet l'universalité du savoir à des critères utilitaristes dans les 2 sens que Bentham donnait à l'utilité. L'utilité objective, il nous faut un taux d'insertion. Et on va suivre l'évolution du taux d'insertion pour voir si on est dans la bonne dynamique, ou comme on dit, dans la bonne trajectoire. D'ailleurs, vous voyez que ces termes à la mode, dynamique, trajectoire, parcours, reflètent ce que je vous disais. Tout n'est que mouvement permanent. Ce sont des termes qui désignent le mouvement, justement. Mais il existe un deuxième sens à l'utilité, c'est le bien-être chez Bentham. L'utilité, c'est également chez Bentham la différence, ce calcul arithmétique, par lequel on soustrait la souffrance au plaisir. Et nous devons donc prendre soin du bien-être de nos étudiants, les pauvres petits. Et oui, il faut qu'ils arrivent dans des conditions optimales. Vous comprenez que derrière l'employabilité se cache quelque chose que nous verrons après, c'est le fonctionnement, le management et l'univers du fonctionnement intégral. Il faut que tout fonctionne. Eh bien, un employé ne fonctionne jamais aussi bien que quand il est heureux. Quand il est heureux, mais évidemment, selon cette définition de Bentham qu'a retenue l'Organisation mondiale de la santé, que la santé, c'est du bien-être. Et le bonheur aussi. Donc, l'université n'est plus le lieu de la transmission du savoir, mais un lieu de formation à la compétence. Et donc on assiste au passage du savoir à la compétence. Nous devons former des gens utiles, et non pas des gens cultivés. Des étudiants fonctionnels, mais qui ne réfléchissent plus, ou en tout cas qui réfléchissent dans l'intérêt du système, l'entreprise comme système. Je parle de l'université, mais je dois avouer que l'une des expériences traumatisantes qui était à l'origine de ce livre, ça a été l'entrée en maternelle de ma fille, qui donc à 3 ans va à l'école, en petite section, et vous savez, on donne ce classeur au début d'année et on récolte les travaux des enfants pendant les vacances. Et donc elle vient aux vacances de la Toussaint, donc c'était en 2010, elle revient avec son classeur, j'ouvre ce classeur
Je regarde toutes ces petites fiches d'exercice, et sur chaque fiche est écrit en haut « Objectif à atteindre, compétences à développer ». Objectif à atteindre, non mais ne rigolez pas, je veux dire, c'est le cas ici. Tous ceux qui ont des filles, des petites filles de 3 ans, vous, dans 2 ans, bientôt, hein, voilà. Autrement dit, la managérialisation de l'existence n'attend pas l'université, ni l'école de commerce. Elle prend pied tout de suite à la maternelle. Curieux, je surfe sur Internet, je vais sur le site du ministère, mais tout cela est expliqué, tout cela est en fait transparent. On nous explique clairement que l'objectif est le développement de l'employabilité à travers l'acquisition progressive de compétences. Je suis responsable d'un master de ressources humaines. Et en fait, ma fille de 3 ans est en acte ce que j'apprends à mes étudiants de 23 ans. C'est incroyable. En revanche, je peux vous dire maintenant, elle a grandi, qu'au CE2, elle fait des dictées négociées. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est très intéressant. C'est un travail de groupe où on réunit 4, 5 enfants de 8-9 ans autour d'une dictée à trous et on leur laisse un certain temps pour se mettre d'accord sur les solutions. Je passe même le fait qu'il n'existe plus de rapport à la vérité. J'ai envie de dire, d'accord, ça c'est acté depuis longtemps. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait ? On les entraîne dès 8 ans à vivre des processus d'influence, à vivre des processus de leadership, à vivre des processus de prise de décision, à vivre un projet, comme on fait du management de projet, etc. Mais cela, évidemment, se fait naturellement. Et généralement, les parents s'en réjouissent. C'est tellement bien qu'il n'y ait plus à créer le tableau noir. Hein ? Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle la pédagogie inversée, cette idée que l'étudiant ou l'élève peut apprendre de lui-même, est l'œuvre du management. Le summum de la compétence, c'est apprendre à apprendre. Ce n'est pas apprendre quelque chose. Les contenus sont partis. C'est apprendre à apprendre, c'est-à-dire s'adapter pour fonctionner. Autre exemple, l'hôpital. Je ne vous souhaite pas d'aller à l'hôpital puisque désormais, ce n'est plus le soin, l'hospice ou l'hospitalité, c'est-à-dire ce qui définit en propre l'hôpital, qu'on voit à l'œuvre, mais une gestion chronométrique du temps accordé à chaque patient. 20 minutes. Donc si ça, c'est pas l'application du taylorisme. D'ailleurs, vous voyez que le système de gouvernance hospitalière a changé, puisqu'on a accolé à chaque médecin un manager, en tandem. On pourrait continuer par l'Église, qui fait du marketing à travers les journées mondiales de la jeunesse, et qui, pour l'avoir vécu, met en place effectivement du coaching dans les paroisses, non seulement pour les croyants, mais surtout pour les prêtres. Les prêtres se font coacher parce que leur posture par rapport aux fidèles est trop verticale. Je peux même vous dire que c'est un royaliste qui a mis en place le coaching dans le diocèse de Paris. Pour vous dire. Non. Chaque ministère désormais est soumis à un processus d'évaluation, à la fois générique sur le plan budgétaire, mais aussi spécifique sur des indicateurs à atteindre, nombre d'actes signés, nombre de comptes à la frontière, etc. Bref, ce que je vous montre, c'est qu'on introduit progressivement, mais en force, selon ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc, le management des institutions, mais qu'en faisant cela, on dénature l'institution. On pensait que, naïvement, le management, c'est simplement un ensemble de techniques qu'il suffisait d'appliquer pour atteindre nos finalités. Non, le management, c'est comme Midas, ça transforme ce que ça touche. Et donc, les institutions se transforment en quelque chose qui fonctionne, précisément ce qu'on appelle une organisation. Je soutiens donc que le management est le principal artisan de la crise de l'autorité aujourd'hui.
Bien. Nous avons fait là une première étape. Mais il y a quand même un gros implicite dans tout ce que je vous raconte. Je ne vous ai toujours pas défini ce qu'est une organisation. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je parle, une demi-heure, mais je ne vous ai toujours pas dit ce qu'était une organisation. Donc, deuxième point, qu'est-ce donc qu'une organisation ? On est dans un processus qu'on appelle en épistémologie un cercle herméneutique. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit, on a une compréhension globale du tout, mais au fur et à mesure qu'on avance, on est obligé de réviser notre compréhension globale. Ah oui, on n'est pas sur un schéma linéaire. Donc, avançons. L'organisation est un concept scientifique qui appartient à l'histoire de la pensée scientifique, parce que vous auriez pu me dire « Mais Baptiste, les sociétés se sont toujours organisées de tout temps. Ce mouvement pan-organisationnel, c'est de la connerie. Les Dogons s'organisent. À la préhistoire, Cro-Magnon s'organisait. » Eh bien non, puisqu'il faut différencier le sens commun. Effectivement, quand vous ouvrez un dictionnaire, vous trouvez une définition du mot organisation. Organiser, c'est arranger, mettre un certain ordre, etc. Et son sens scientifique. Et donc c'est bien ce sens-là qui m'intéresse, tel qu'il émerge dans la biologie du XIXe siècle, mais qu'il se thématise définitivement dans la cybernétique au milieu du XXe siècle. Alors, il se passe une révolution souvent méconnue, trop souvent méconnue, une révolution scientifique mais également métaphysique, en plein milieu du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. La cybernétique naît des conférences Macy, M-A-C-Y, qui sont des conférences organisées par la fondation Joshua Macy. La première rencontre a lieu en 1942, mais en raison de la guerre, les suivantes reprendront en 1946 jusqu'en 1953. Vous voyez, c'est extrêmement daté et circonscrit. Si vous voulez un ouvrage sur cette question, je vous renvoie à celui de Jean-Pierre Dupuy, le philosophe Jean-Pierre Dupuy, qui écrivit en 1994 « Aux origines des sciences cognitives ». Aux origines des sciences cognitives. Alors, que s'est-il passé pendant ces conférences Macy ? Des scientifiques d'horizons extrêmement variés se sont réunis. Nous avions des mathématiciens, le principal en était Norbert Wiener, celui même qui baptisa la cybernétique de son nom. Nous avions des psychiatres, des neuropsychiatres, nous avions des sociologues, des psychosociologues, comme Kurt Lewin par exemple, qui a eu une très grande influence en management. C'est lui qui a créé la théorie du changement et la conduite du changement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Des économistes comme von Neumann, qui est à l'origine de la théorie des jeux, qui elle aussi a une grande influence aujourd'hui sur nos choix macroéconomiques. Bref, plein de gens, à la fois des sciences dites dures et des sciences dites molles. Sciences de nature, sciences humaines. La question était, mais qu'est-ce qui peut nous réunir ? Eh bien, ce qui les réunit, c'est l'information. La cybernétique introduit la notion d'information dans la science. C'est l'origine, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui la société de l'information et de la connaissance. La communication était du coup aussi bien le mode de fonctionnement des scientifiques, qui du coup communiquaient entre disciplines, c'est la naissance qu'on appelle l'interdisciplinarité, que le concept de fond qui allait gagner l'ensemble des disciplines. Je vous donne quelques exemples pour vous faire voir la portée de cette révolution. Ce n'est que dans les années 50 que l'on interprète l'ADN comme un code, c'est-à-dire comme un message. Il a fallu d'abord que l'information devienne centrale. Ce n'est que dans les années 50 qu'un physicien français, un brillant physicien français qui s'appelle Léon Brillouin, a introduit l'information à côté de la matière et de l'énergie dans l'étude des sciences physiques. Ce n'est que dans les années 50 que Gregory Bateson reformule l'anthropologie comme l'étude des circuits de communication. Ce n'est que dans les années 50 qu'on revisite la psychothérapie
pour condamner la psychanalyse, pour revivre la psychothérapie, qui deviendra psychothérapie cognitive et comportementale, c'est-à-dire interaction et communication entre le patient et son thérapeute. Bon. Bref, et même en linguistique, Lévi-Strauss a avoué lui-même être fortement influencé par la cybernétique quand il a écrit l'anthropologie structurale. Et je pourrais évidemment démultiplier les exemples, j'en citerai encore juste deux. Ça touche également la philosophie, puisque Derrida, dans la grammatologie, dit lui-même que le concept de programme qu'il utilise, ou de gramme, est emprunté à la cybernétique, et Deleuze, Mille plateaux, son fameux ouvrage Mille plateaux, qu'il emprunte le concept de plateau à un cybernéticien qui s'appelle Gregory Bateson. Autrement dit, la cybernétique a marqué l'ensemble de la postmodernité de son empreinte. Information. Mais, donc là je vais suivre un peu Norbert Wiener, qui en 1948 écrit un livre qui s'appelle Cybernetics, et qui est l'acte de naissance officiel de la cybernétique. Wiener nous dit, on le sait depuis le 19e siècle, le monde est voué à l'entropie. C'est-à-dire que dans tout système fermé, il y a une dégradation qui amène le système à l'anéantissement, c'est-à-dire au chaos. Il existe pourtant des exceptions, ce qu'on appelle la vie, et ce que Wiener appelle de l'organisation. L'organisation, pour Norbert Wiener, et vous voyez qu'ici qu'on est en train de revenir sur ce concept, c'est ce qui résiste à l'irrésistible tendance de l'univers à se désagréger, à s'homogénéiser. Et qu'est-ce que l'organisation ? L'organisation se fonde sur l'information. Donc en fait, il y en a là un couple qu'on ne peut pas séparer, c'est le couple information-organisation. Il y a de l'information pour que les choses s'organisent, mais il faut qu'il y ait de l'organisation pour préserver l'information de l'entropie. Donc voilà, on a un couple ici. Et Wiener utilise des mots tels que enclave, îlot temporaire, pour qualifier l'organisation. Autrement dit, l'équilibre de l'univers pour Wiener, c'est le chaos, c'est l'entropie, et la vie est un déséquilibre. La vie est une exception dans cet univers qui va à sa mort, qui va à sa perte. Le rapport équilibre, déséquilibre ou ordre, désordre est totalement inversé par rapport à celui de la métaphysique grecque. Chez les Grecs, aussi bien dans la mythologie que dans la philosophie, il faut poser une forme sur l'informe. Il faut créer un équilibre dans le déséquilibre, au sein du déséquilibre. Dans la mythologie, par exemple, c'est la gigantomachie. Zeus et ses frères et sœurs qui se battent contre les géants, eux-mêmes dirigés par Héra, qui justement n'a pas supporté la défaite de la titanomachie, qui précède la gigantomachie. Eh bien, ces forces brutes et volcaniques qui sont là, chaotiques et qui menacent l'ordre du monde, c'est-à-dire le cosmos, il faut les refouler pour créer un ordre stable. Et bien, dans la cybernétique, ça s'inverse. L'équilibre, c'est la mort. La vie, c'est le déséquilibre. La vie, c'est le désordre. Autrement dit, vous comprenez que l'organisation est toujours une crise. Alors, on nous rabâche les oreilles avec la crise, depuis 2007, mais en réalité, si vous acceptez mon hypothèse du mouvement pan-organisationnel, c'est-à-dire du fait que la planète se couvre d'organisation, ça veut dire qu'il y a de la crise partout et tout le temps. Et le management, c'est justement l'art de gérer la crise et de la perpétuer. De perpétuer la crise. Ça rejoint par quelques aspects ce que Lucien Cerise appelle gouverner par le chaos. C'est-à-dire une technique d'ingénierie sociale. Donc, et je termine, ça justifie tous les discours que nous entendons sur la sécurité, puisqu'il faut sécuriser un monde qui est en crise. Si ontologiquement notre monde est en crise, en changement permanent, alors il faut mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour qu'on y vive,
ce qu'on appelle la sécurité. En management, alors par exemple, la sécurité, ça va être, je sais Pierre-Yves que vous êtes sensible, l'intelligence économique. Ça va être la traçabilité de ce qu'on mange, etc. etc. D'accord ? Parce qu'il n'en reste pas moins que nous agissons parce que nous avons confiance et que nous voulons de la fiabilité. Donc vous voyez un peu l'injonction paradoxale qui nous est mise dessus. On vit dans un univers voué au désordre. Pour continuer à vivre, il faut préserver le désordre, c'est-à-dire le chaos, l'informe, mais en même temps on ne fait pas confiance à la crise. Il faut donc mettre en place des dispositifs de sécurité qui nous rendent la confiance. Bref, c'est un cercle vicieux. Bon, qu'est-ce qu'une organisation ? Une organisation est une activité collective finalisée. Le cercle vicieux. Donc, notre monde se désagrège. C'est la loi de l'entropie que Wiener réinterprète par l'information. Elle n'est pas exactement fidèle à celle qui était énoncée à la fin du XIXe siècle. L'organisation, la vie même, est une exception temporaire. La vie n'existe que parce qu'elle est crise pour Wiener et pour la cybernétique. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est perpétuellement en train de s'adapter. Attendez, je termine juste mon raisonnement pour monsieur. Or, pour que nous continuions à agir, vous savez, on ne réfléchit pas tout le temps à ce qu'on fait. La plupart de nos actions sont instinctives. Nous sommes, comme dit Simon, un grand cybernéticien en rationalité limitée. Donc, on reproduit des routines, c'est-à-dire des processus qui ont marché et des choses auxquelles on fait confiance. Donc, on recrée artificiellement des systèmes de mise en confiance, précisément ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. D'accord ? Il y avait une question derrière ? Non, on passe pas aux questions tout de suite. On laisse terminer l'invité. Je sais pas combien de temps, Pierre. Allez-y. Le chef a parlé. Je reviens donc à la définition d'une organisation comme activité collective finalisée. Il y a organisation quand il y a une finalité. Vous l'avez compris, quelle que soit la finalité, que ce soit celle du nazisme dans les camps de concentration, que ce soit celle de Lénine dans le cadre de l'URSS, que ce soit celle d'Al-Qaïda ou celle du patron lambda d'une PME, il faut qu'il y ait finalité pour qu'il y ait organisation. Il faut qu'il y ait un cap. Bon. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, Kybernetes, en grec, c'est le pilote du navire. C'est pour ça qu'on définit souvent le management par le pilotage. Ceux qui sont familiers de l'univers managérial, vous entendrez souvent pilotage. Voici l'origine, c'est la cybernétique. Et d'ailleurs, Kybernetes a été traduit en latin par gobernator, qui a donné gouvernement. Donc, gouverner des hommes ou cybernétiques, c'est la même chose. Voilà. Une finalité. Pour atteindre la finalité, on met en place un plan d'action. Vous allez me dire jusque-là, oui, ça c'est de la rationalité instrumentale qui avait été déjà vue par Max Weber, mise en place de moyens pour atteindre une finalité. Oui, mais la cybernétique introduit quelque chose d'autre, c'est que ces actions, donc là je suis en train de dessiner la boucle, on les soumet à un processus d'évaluation et de contrôle. Où est-ce qu'elles en sont par rapport à l'objectif initial qui était visé? Et donc on met ensuite un plan correctif ou des actions correctives pour pallier les écarts entre ce qui est fait et ce qui était visé. Donc voici une organisation, c'est une boucle de rétroaction, finalité à atteindre, action engagée, contrôle et évaluation, action corrective, plan de correction, dans une boucle qui ne s'arrête jamais. Il est là le mouvement permanent du management. D'accord ? Une fois que vous avez compris cela, alors, est-ce qu'il y a des managers dans la salle ou des dirigeants ? Non ? C'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend en management. Par exemple, vous apprenez la fameuse route Deming, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Boum, année 1950, comme par hasard, juste après la cybernétique.
Et qu'est-ce que dit Deming? Plan, il faut planifier, donc le cap, la finalité, il faut agir, il faut contrôler, il faut corriger. Et on a la roue. Voilà, ce n'est qu'une boucle de rétroaction. Eh bien, cette boucle de rétroaction, si vous voulez, c'est la matrice du management moderne et postmoderne. La preuve, fin années 50, début 60, qu'est-ce qui se développe? Ce qu'on appelle le management stratégique. Ben oui, il fallait une discipline qui nous apprenne comment définir les finalités, puisqu'il y a organisation que s'il y a finalité. Donc la stratégie, c'est l'art, je mets des guillemets, de définir les finalités. Toujours années 60, qu'est-ce qui se développe? Le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est pas que des tableaux de bord, c'est pas que de la gestion de trésorerie. Le contrôle de gestion, c'est orienter les comportements des salariés vers l'objectif à atteindre. Les fondateurs du contrôle de gestion disaient que management et contrôle de gestion, c'est synonyme. Dans les années 70, on voit arriver avec les progrès informatiques les systèmes d'information qui viennent donc perfectionner le contrôle. Et dans les années 80, on comprend qu'on pourrait créer une discipline particulière, c'est la gestion des ressources humaines, qui, elle, est dévolue à l'évaluation et au contrôle des hommes en situation de travail. Bon, nous avons là, donc, quant à l'action, elle a été déjà définie par Taylor et Ford, et elle sera approfondie par le toyotisme dans les années 80. Donc nous avons là l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Si on conçoit que cette boucle de rétroaction est un système ouvert, et qu'aux interfaces, il y a le marketing. Le marketing est l'interface de l'organisation avec son environnement, mais aussi tous les systèmes de veille, d'intelligence économique, mais aussi la fonction achat, c'est-à-dire ce qu'on fait rentrer comme matière ou comme information dans l'organisation. Donc on peut comprendre ce qu'est une organisation à partir de cette boucle de rétroaction. Que se passe-t-il dans cette boucle de rétroaction? Un tour de passe-passe. Vous ne le voyez pas comme ça, hein, mais il s'y passe un vrai tour de passe-passe. On convertit, sans le dire, de la matière et de l'énergie en information. Une finalité à atteindre, c'est une information que je vous donne et que d'ailleurs que je décline très souvent en objectifs quantifiés. Puisque derrière, je vais avoir mes tableaux d'indicateurs qui vont me dire à quel pourcentage j'ai atteint mon objectif. Mais l'action qui est engagée, elle, c'est de l'énergie qui est dépensée. Il y a des gens qui travaillent. Soit qui produisent des biens, soit qui produisent des services. Mais pour les évaluer, je dois à nouveau convertir leur énergie matérielle, leur dépense d'énergie physique, en information. Et après, pour la correction, je reconvertis de l'information en énergie. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette conversion permanente de l'énergie à l'information? C'est qu'on a totalement éliminé ce que les phénoménologues appellent la chair. L'être humain. Oui, la chair, c'est-à-dire le travail dans son éprouvé même. Quand je convertis en information, je modélise l'organisation. Je modélise, ça veut dire, prenez le cas d'un avion. D'un avion, on peut en faire une maquette, c'est-à-dire une reproduction fidèle, esthétique. Ou alors, prenez dans Le secret de la licorne chez Tintin, il y a ces fameuses maquettes des bateaux, hein, la licorne. Ou on peut en faire un modèle réduit. Le modèle, je mets du carburant, je le fais voler. Donc le modèle, c'est ce que je garde de la réalité qui fonctionne. Un modèle, c'est une abstraction qui conserve de la réalité que ce qui, dans le réel, fonctionne. Ça s'appelle, en ce qui concerne l'être humain, une compétence. Définir l'être humain comme une compétence, et c'est à partir de cela que se font toutes les politiques de ressources humaines dans les organisations, c'est réduire l'être humain à sa part fonctionnelle. Y compris ce qu'on appelle, je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais le savoir-être. Le savoir-être. Donc ça, c'est d'ailleurs, petite parenthèse, ça fait partie du plan de développement des compétences de l'école maternelle, selon le site du ministère de l'Éducation nationale. Développer le savoir-être des jeunes de 3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je modélise mon organisation à travers des schémas. Ouvrez un livre de management, qu'il soit écrit par un théoricien ou par un consultant.
vous verrez des schémas à toutes les pages, des modèles. On cherche à modéliser l'organisation pour savoir comment elle fonctionne, donc pour être performante. Mais cette modélisation, elle évacue donc la matière, la chair du travailleur. Le retour de refoulé s'appelle stress, burn-out, absentéisme, turnover, etc. Elle évacue aussi le sens. Parce que comme le dit Jean Baudrillard, pour qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait du non-sens. Or, quand je modélise pour que tout fonctionne, il n'y a plus de place pour le non-sens. Ça a été évacué dans ma boucle de rétroaction. J'asservis toute action à la finalité par le processus d'évaluation. J'élimine tout ce qui ne sert pas. Tout ce qui ne sert pas est irréel. Autrement dit, si je reviens à la caverne de Platon qui était si chère à Jean-François Mattei, nous sommes dans le monde des simulacres, c'est-à-dire des ombres qui sont projetées sur la paroi de la caverne. Nous vivons le réel d'un monde irréel. Et c'est cela qu'on appelle le pilotage. Autrement dit, manager ne peut se retrouver dans aucune des catégories de la vie moderne d'Hannah Arendt. Vous savez qu'elle distinguait le travail. Le travail, c'était le travail du corps qui se soumet au rythme biologique de la production et de la consommation. Une espèce d'aliénation à conditions biologiques. L'œuvre, c'est le travail de l'artisan qui, parce qu'il a un plan préconçu, va fabriquer un objet qui résiste à l'usure. Parce que dans la consommation, le travail, il y a consommation. Ici, l'objet, on le réutilise, même s'il s'use. Et l'action qui est l'irruption de l'homme sur la scène de l'histoire, mais qui n'est possible que parce qu'il y a un cadre façonné par le monde d'œuvre. Et bien le management ne rentre pas là-dedans. Ce n'est ni du travail, puisque le manager ne fait rien de ses mains. Il ne fait rien de son corps. Ce n'est pas une œuvre, il ne fabrique rien, et ce n'est certainement pas ça ne relève pas du domaine politique, puisqu'il n'y a rien, précisément, de neuf dans ce culte de l'innovation permanente. Autrement dit, on pourrait rajouter une quatrième catégorie à la condition de l'homme moderne Hannah Arendt, qui est le pilotage. Le pilotage comme ce gouvernement à distance par la modélisation fonctionnelle. On pourrait croire que c'est insignifiant, mais si je vous dis que 18,4% des étudiants français et plus de 20% des étudiants du monde occidental étudient le management, ça devient sérieux. Bien, je pense que le temps passe, Pierre-Yves. 5-10 minutes. Ouais. Oh. Ouais, ça va. Ce livre est sous-titré « Théologie de l'organisation ». J'en dis quelques mots avant de passer à la conclusion. Un chapitre entier est consacré, alors effectivement, on pourrait dire à l'archéologie théologique de la cybernétique, puisque Norbert Wiener se réfère une fois dans le Cybernetics et 2 fois dans son livre Testament qui s'appelle God and Golem, au Maharal de Prague, qui est un penseur juif du XVIe siècle, à qui on accole le mythe du golem. Le mythe du golem, cette créature d'argile à laquelle on inscrit sur le front la lettre Aleph, et il ne faut surtout pas oublier de lui enlever, sinon elle va dévaster tout le ghetto, et c'est précisément ce qui est arrivé. Et donc j'explore dans le livre la façon dont la cosmologie juive, la théologie juive du Moyen-Âge est à l'origine de l'interprétation de l'entropie chez Norbert Wiener. Pour le dire vite, dans ce qu'on appelle la nouvelle Kabbale, l'univers a été créé par le retrait de Dieu, ce qu'on appelle le tzitsum, et ce retrait, donc il a fallu que Dieu se contracte en lui-même pour laisser un petit point d'espace à la création. Mais dans la deuxième phase, la lumière divine projetée dans les vases de l'univers fait éclater les vases qui ne peuvent pas recevoir cette lumière, et ça c'est ce qu'on appelle l'étape de brisure des vases. Et autrement dit, c'est dans cette pensée juive de la Renaissance que l'exil chez les Juifs n'est plus la constante d'une histoire, mais une catégorie théologique, c'est-à-dire notre condition même d'homme. L'exil est notre condition. Bon. Eh bien, c'est exactement l'équivalent de l'entropie sur le plan scientifique. C'est-à-dire que nous sommes voués à l'exil, à l'indifférence et au chaos. Et la troisième phase, c'est la reconquête de l'unité perdue qu'on appelle le tikkun.
et qui précisément prend la forme de la gouvernance mondiale. Donc il y a un processus de sécularisation de la pensée juive que j'essaie de montrer dans cet ouvrage. Bien, s'il faut conclure, je conclurai sur 2 points. Un célèbre cybernéticien qui s'appelle Herbert Simon, qui est le père de l'intelligence artificielle, mais aussi prix Nobel d'économie, mais aussi créateur de ce qu'on appelle la théorie comportementale de l'organisation, donc un personnage central de la vie intellectuelle de la seconde partie du XXe siècle. Eh bien, ce penseur, qui donc a participé à la dernière conférence Messie, ce penseur a utilisé un mot pour désigner le comportement optimal de l'homme dans l'organisation. Ce comportement optimal, c'est un comportement qui fait qu'il est capable d'intérioriser les buts de l'organisation et donc de s'adapter à ce qu'on lui demande et donc génère des processus d'apprentissage qui sont à l'origine de ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Ce comportement s'appelle, chez Simon, je le cite, je n'invente pas, docilité. La docilité. Donc le management, c'est un ensemble de techniques de gouvernement visant à obtenir la docilité de l'homme dans l'organisation, parce que c'est par la docilité qu'il devient performant. Le premier acte de la docilité, c'est d'ailleurs de réduire l'homme à ses comportements. Compétences, comportements. Au détriment de toute intériorité. Toute l'histoire du management depuis les années 50, que théorie de la motivation, théorie de l'engagement, théorie de l'implication, ce qu'on appelle culture d'entreprise, ce qu'on appelle socialisation, ce qu'on appelle contrat psychologique, tout cela sont autant de variations autour de ce thème de la docilité. Le management est une entreprise de domestication, au sens de la domus. La domus, c'est donc le domaine. C'est donc le domaine privé qui devient la règle générale et qui donc a absorbé le forum, c'est-à-dire la vie politique. Encore une fois, on retrouve l'absorption du politique par le management. Et enfin, point encore plus vertigineux, ce concept d'organisation dont je vous ai parlé, qui est en fait une modélisation fonctionnelle du monde, peut s'appliquer à n'importe quel objet. Quand vous lisez un ouvrage de biologie, vous retrouverez la description d'une cellule de notre corps exactement dans les mêmes termes que la description d'une entreprise, exactement dans les mêmes termes que la description d'une tribu, ou exactement dans les mêmes termes qu'on utilise pour qualifier la gouvernance mondiale. C'est ce qu'on appelle en science le fractal. Le fractal, les exemples, c'est le brocoli, c'est les côtes maritimes françaises, c'est le flocon de neige. C'est-à-dire, à quelques échelons ou à quelques zooms qu'on les envisage, on y retrouvera toujours la même structure, comme si la structure était indépendante de la matière et du sens. Voilà la puissance du concept d'organisation, c'est qu'il n'a pas de limite, il est fractal, et en cela, il est à la pointe de la démesure de la postmodernité. Voilà, j'ai réussi à conclure.